Quand on commence à s'intéresser à Bitcoin, on peut rapidement penser qu'on peut tout comprendre en quelques minutes. Et pourtant, la création de Satoshi Nakamoto est bien plus profonde que ça. Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on s'attaque à une partie plutôt émergée de l'iceberg de Bitcoin, c'est-à-dire les 10 entités qui détiennent le plus de Bitcoin. La principale caractéristique de la monnaie Bitcoin, c'est sa quantité limitée à 21 millions. Mais aujourd'hui, on est seulement à 19,7 millions de BTC et le reste devrait être progressivement émis au cours du temps. On devrait atteindre donc la limite de 21 millions d'ici 2130 à 2140. Mais en réalité, il n'y aura jamais exactement 21 millions de BTC. Car arrivé à un certain moment, la récompense du prochain bloc, elle va dépasser cette limite, donc le réseau va tout simplement choisir de ne pas la miner et de s'arrêter avant. Le maximum de BTC en circulation sera donc 20 999 999,9769 BTC, laissant une différence de 2 310 000 Satoshi. En ajoutant à cela les 3 à 4 millions de BTC qu'on estime perdus et la récompense des mineurs qui ont été refusés, parce que oui, dans l'histoire, il y a certains mineurs qui ont refusé tout simplement de recevoir leur BTC, et donc cette récompense ne sera jamais minée. On constate en réalité que le nombre de Bitcoin est encore plus rare et encore plus petit que ce qui est officiellement affiché. Tout cela fait partie de Bitcoin et de sa monnaie. Ça pousse ainsi les utilisateurs, comme vous et moi, si vous êtes utilisateur de Bitcoin, à se partager une quantité de plus en plus petite de Bitcoin. Parmi ceux-ci, 10 entités se démarquent comme étant très riches en Bitcoin et accumulent des centaines de milliers de BTC chacune. En voici le classement. Dans ce classement se trouvait encore il y a quelques mois Mt. Gox. Avant sa chute, Mt. Gox était la première plateforme d'échange au monde qui représentait environ 70% des échanges mondiaux de Bitcoin. Et malgré plusieurs mises en garde de la communauté sur la sécurité de la plateforme, Mt. Gox se fait hacker en 2013, entraînant la perte de 80 000 BTC qui n'ont toujours pas bougé de l'adresse du hacker. Cet événement a forcé la plateforme à geler les fonds qui leur restaient, soit plus de 140 000 BTC qui appartiennent encore à ses clients. Depuis quelques mois, la plateforme a enfin commencé le remboursement de ses clients plus de 10 ans après. Ces créanciers ont dû s'inscrire sur différentes plateformes d'échange pour pouvoir récupérer et claim ces BTC, et aujourd'hui environ 40% d'entre eux ont déjà retrouvé leurs fonds. La menace d'un retour de 140 000 BTC sur le marché d'environ 8 milliards de dollars fait peur à beaucoup d'investisseurs qui s'imaginent que beaucoup de ces créanciers pourraient revendre tous leurs BTC et créer ainsi une grosse pression vendeuse sur le marché. Ensuite, à la 10e place, au pied de ce classement, se trouve Tether. Tether, c'est l'entreprise qui émet le stablecoin, le premier stablecoin du marché, l'USDT. L'entreprise est fondée en 2014 et avait déjà le même objectif qu'elle a aujourd'hui, celui de créer un token qui a une valeur stable comparée à celle du dollar. Grâce à la popularité que Tether a acquis au cours des dernières années, elle a pu devenir une des entreprises les plus influentes de l'écosystème crypto. Par le passé, Tether a souvent été critiqué pour son manque de transparence concernant les réserves qu'il détenait, parce qu'ils sont censés avoir au moins $1 derrière chaque USDT sur une blockchain, mais l'entreprise affirme que ces réserves sont bel et bien réelles et que chaque dollar est bien backé par au moins $1. Cependant, l'entreprise au cours des dernières années, soit avec ses profits ou soit avec ses réserves, a su diversifier ses investissements et investir dans divers actifs, pas seulement du dollar ou des obligations du gouvernement américain. Ainsi, Tether posséderait aujourd'hui environ 75 000 BTC qui sont dans les réserves qui backent les USDT aujourd'hui, c'est environ 5 milliards de dollars. L'USDT est capitalisé à plus de 110 milliards de dollars, donc ça veut dire qu'ils ont au moins 110 milliards de dollars en réserve, et son concurrent c'est l'USDC de l'entreprise Circle, qui lui a une capitalisation d'environ 35 voire 40 milliards de dollars. Sur les marchés, il y a une vraie guerre entre ces deux entreprises, et notamment Tether a fait le choix de ne pas se réguler en Europe dans l'Union Européenne, donc de la loi MiCA, parce qu'elle juge cette loi trop stricte et trop sévère et trop compliquée à mettre en place pour un gérant de stablecoin, alors que Circle a fait le choix inverse de se réguler en Europe et de pleinement accepter la législation pour essayer de prendre un petit peu de part de marché du dollar, parce que notamment les plateformes d'échange qui sont régulées en Europe et qui proposent des services aux Européens seront interdits de proposer de l'USDT, vu que Tether et son stablecoin USDT ne sont pas régulés en Europe. Puis, à la 9e place, c'est Gavin Andresen. C'est une figure emblématique de la communauté Bitcoin et l'a découvert très tôt, dès 2010. Il a été l'un des premiers contributeurs au projet, aux côtés de Satoshi Nakamoto lui-même et Hal Finney. Il a notamment créé le site Bitcoin Faucet, un site où il distribuait gratuitement du Bitcoin jusqu'en 2012. À sa disparition, Satoshi Nakamoto a désigné Gavin pour diriger le développement du logiciel Bitcoin, plus connu sous le nom aujourd'hui de Bitcoin Core, qui est encore aujourd'hui le logiciel Bitcoin le plus utilisé par les nœuds. Cependant, en 2016, Gavin Andresen a fait beaucoup parler de lui en soutenant que Craig Wright était le véritable Satoshi Nakamoto. Une déclaration qui n'a pas du
du tout été prise au sérieux par la majorité de la communauté. Pour rappel, Craig Wright est une personne qui a tenté de se faire passer par Satoshi Nakamoto pour essayer de tirer parti de la communauté et des développeurs. Lors de la Block Size War en 2017, Andreessen a apporté son soutien au camp des Big Blockers, donc la partie de la communauté qui militait pour augmenter la taille de blocs de Bitcoin. C'est un conflit qui a entraîné le fork de la blockchain Bitcoin, donnant naissance au Bitcoin Cash, une blockchain qui finalement n'a pas vraiment eu de succès. Les opinions divergentes de Gavin et ses tentatives de modifier le code de Bitcoin Core l'a poussé à se faire rejeter du projet par les développeurs. Malgré tout, grâce à ses investissements et à la rémunération de son travail, Gavin Andreessen a réussi à accumuler près de 100 000 bitcoins, d'une valeur de 6 milliards de dollars au cours actuel, faisant de lui l'un des premiers milliardaires en bitcoin. C'est Block One qui occupe la 8e place de ce classement. C'est l'entreprise derrière le développement de la blockchain EOS. Elle fournit notamment des outils pour les développeurs et finance plusieurs projets du secteur. Elle est principalement connue pour avoir mené l'ICO du token EOS qui leur a permis de lever plus de 4 milliards de dollars en Ether. Fait notable, au mois de novembre 2022, Block One a acquis 9,3% de la banque Silvergate qui a fait faillite un an et demi plus tard dans la crise bancaire de mars 2023. Block One a également financé la plateforme d'échange Bullish et est propriétaire de Coindesk, l'un des principaux médias spécialisés dans les crypto-monnaies. Malgré le peu de succès de la blockchain EOS, Block One a su diversifier ses investissements et accumuler 164 000 BTC. Cependant, aucune communication n'a été faite et Block One pourrait très bien avoir tout vendu ou alors même en avoir acheté plus. Et puis, à la 7e place, c'est le gouvernement chinois. Grâce à plusieurs saisies, il posséderait 114 000 BTC, soit environ 11 milliards de dollars. Ces bitcoins proviennent principalement de la pyramide de Ponzi plus token. Cette arnaque de grande envergure promettait un rendement élevé aux propriétaires du token plus, et un token qui s'achetait seulement en bitcoin ou en ether. Cette arnaque aurait rapporté plus de 3 milliards de dollars à ses organisateurs en faisant l'une des plus grandes pyramides de Ponzi de l'histoire. En tout, le gouvernement chinois leur aurait saisi 180 000 BTC. Malheureusement, celui-ci n'a plus communiqué dessus et pourrait très bien avoir tout vendu aujourd'hui. Quant à elle, la 6e place est occupée par Fidelity Investment. C'est une des plus grandes sociétés de services financiers aux États-Unis avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Au mois de juin 2023, Fidelity a suivi le lead de BlackRock en déposant une demande d'ETF Bitcoin Spot. Accepté en même temps que 9 autres ETF aux États-Unis, le FBTC de Fidelity Investment est aujourd'hui le 3e ETF le plus capitalisé. Il accumule près de 200 000 bitcoins, soit environ 10 milliards de dollars. De plus, Fidelity propose un service de garde et d'échange de crypto-monnaies et détiendrait environ 100 000 BTC pour le compte de MicroStrategy, qui est une entreprise dont on va parler un peu plus tard dans le classement. Dans le même style, la 5e position est occupée par le gouvernement des États-Unis. Il est également devenu un important détenteur de BTC grâce à des saisies judiciaires. Au total, le gouvernement états-unien possède plus de 213 000 BTC. Parmi ces bitcoins, 120 000 proviennent du vol de la plateforme Bitfinex et 50 000 du démantèlement du marché noir Silk Road. Et le gouvernement des États-Unis semble déterminé à vendre petit à petit ses détentions en bitcoin. Récemment, il a déplacé 3 940 BTC d'une valeur de 241 millions de dollars vers Coinbase, probablement pour les vendre. Grayscale Investments. Cette filiale de Digital Currency Group se positionne comme une pionnière dans la gestion d'actifs numériques. Elle lance dès 2015 le Grayscale Bitcoin Trust, ou GBTC, le premier fonds Bitcoin coté en bourse aux États-Unis. Depuis plusieurs années, Grayscale se battait pour transformer son Bitcoin Trust en ETF Bitcoin Spot. Et après un premier refus en 2022, c'est finalement en janvier 2024 que la SEC va approuver cette transition du Bitcoin Trust en ETF Bitcoin Spot. La SEC avait justifié son premier refus en citant des préoccupations relatives aux capacités de surveillance des fonds par l'entreprise. Après cela, Grayscale réagit en poursuivant la SEC en justice, arguant que le rejet de sa demande était injustifié. Le gestionnaire d'actifs gagne finalement son procès contre la SEC au mois d'août 2023, seulement quelques temps après les premières demandes d'ETF, donc après celle de BlackRock ou celle de Fidelity dont on mentionnait juste avant. Pendant toutes ces péripéties, le prix du GBTC s'est décorrélé du vrai prix du Bitcoin, atteignant une décote de plus de 40% par certains moments. Cette décote a été vue comme une opportunité par de nombreux investisseurs qui, une fois transformés en ETF spot, ont pu vendre leurs profits et empocher les gains non seulement de la prise de valeur du Bitcoin, mais aussi du retour à la parité entre le prix du Bitcoin et du GBTC. Le GBTC a ainsi vu sa quantité de Bitcoin sous gestion diminuer fortement, passant de 617 000 BTC à 329 000 en seulement 3 mois. Malgré ces pertes, le GBTC reste à la 2e place du classement et représente encore environ 30% du marché des ETF Bitcoin aux États-Unis et détient environ 230 000 BTC. MicroStrategy. C'est une société états-unienne qui est spécialisée dans la business intelligence, dans les logiciels mobiles et dans les services cloud. Elle est désormais très connue pour avoir investi très tôt dans Bitcoin dès 2017. Michael Saylor, le cofondateur de l'entreprise, fait souvent parler de lui grâce à ses discours pro-Bitcoin sur les médias traditionnels, notamment pour la phrase désormais devenue mème. There is no second best.
Saylor est à la fois adoré par une partie de la communauté Bitcoin pour ses prises de position et pour faire de Bitcoin un sujet important, mais aussi détesté par une autre partie qui, elle, vient critiquer l'influence qu'il a dans l'écosystème. Il est accusé d'avoir personnellement empêché un émetteur d'ETF de soutenir les développeurs open source de Bitcoin. En effet, au lancement des ETF, certains émetteurs ont déclaré qu'ils allaient redistribuer une part de leurs profits vers ces développeurs Bitcoin qui faisaient vivre la blockchain et qui la font se développer. Plusieurs membres influents de l'écosystème Bitcoin ont déclaré publiquement que Saylor aurait personnellement convaincu un des émetteurs d'ETF de ne pas rediriger ses profits vers les développeurs open source. En bref, MicroStrategy détient aujourd'hui 226 331 BTC d'une valeur de 13,5 milliards de dollars, ce qui représente environ 1,1% de la quantité totale des bitcoins en circulation. L'intérêt de MicroStrategy pour Bitcoin est devenu une caractéristique propre de l'entreprise, son action servant même d'actif d'exposition au prix du Bitcoin pour les investisseurs professionnels et institutionnels qui ne voudraient pas ou qui ne pourraient pas s'exposer au Bitcoin d'une autre manière. Sur la deuxième marche la plus haute se place BlackRock. Dirigé par Larry Fink, BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec un portefeuille dépassant les 10 000 milliards de dollars. Au mois de juin 2023, l'entreprise soumet une demande d'ETF Bitcoin Spot à la SEC, ouvrant la voie à plusieurs autres candidatures, dont celle de Fidelity qu'on a mentionné juste avant. Le 11 janvier 2024, Libit, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, est finalement approuvé en même temps que 9 autres. 7 mois après, Libit a accumulé près de 245 000 BTC, d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars. BlackRock est ainsi à la tête du premier ETF Bitcoin Spot du monde. Bien qu'initialement sceptique à propos de Bitcoin, Larry Fink s'est régulièrement montré optimiste quant à son potentiel en tant que réserve de valeur. Même si cela peut être purement et durement du marketing pour promouvoir son ETF, de la même manière que Michael Saylor le fait, cela a le mérite de mettre un coup de projecteur sur Bitcoin. Tout en haut de ce classement se positionne Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, ou alors son double, le mystérieux Patoshi. Satoshi Nakamoto est le pseudonyme utilisé par le créateur de Bitcoin dont on ne connaît toujours pas l'identité plus de 15 ans après le lancement du réseau. L'analyse de la blockchain Bitcoin révèle que Satoshi Nakamoto aurait miné environ 22 000 blocs, lui permettant d'accumuler 1 125 000 BTC. Cela représente environ 64 milliards de dollars, faisant de lui une des 30 fortunes les plus importantes au monde. Cependant, Satoshi n'a jamais touché à ses Bitcoins et aucune activité n'a été détectée sur ses portefeuilles. Il est impossible d'en être sûr à 100%, mais Satoshi a probablement détruit l'accès à ses portefeuilles pour éviter que quiconque puisse remonter à son identité. D'ailleurs, nous avons récemment reçu Urban Tech dans notre émission Pair à Pair en space sur X. Je mets le lien de la rediffusion dans les fiches et dans la description. Urban Tech est passionné par la préhistoire de Bitcoin et par les mouvements qui ont poussé à sa création. Dans cette émission, Urban nous expliquait que le mystère de Satoshi ne sera probablement jamais résolu, qu'on ne saura probablement jamais qui c'est, mais que le plus important n'était pas son identité, mais les messages qu'il transmettait et tout simplement sa création, Bitcoin. Cependant, une nuance sur la détention de ce million de bitcoins est à apporter. C'est la théorie de Patoshi. Cette théorie avance qu'une entité différente de Satoshi Nakamoto, baptisée Patoshi, aurait miné une partie de ces 22 000 blocs et posséderait une partie de ce million de BTC. Elle repose principalement sur le fait que 2 schémas de minage ont été utilisés à cette période. Il y en a une qui est clairement identifiée comme étant utilisée par Satoshi Nakamoto, mais la deuxième, elle, n'a pu être liée à aucun autre utilisateur qui se serait manifesté sur les forums de discussion de la communauté à cette époque. Cependant, cette théorie manque de preuves tangibles. Vu la quantité de personnes qui contribuaient au projet à cette période-là, il est assez vraisemblable que quelqu'un, même anonyme, ne se soit pas manifesté sur les communautés, sur les forums, pour pouvoir partager son expérience. Tout comme les BTC issus du premier schéma qui appartiendraient à Satoshi Nakamoto, ceux issus du deuxième schéma n'ont pas non plus bougé. Il est donc plus probable que Patoshi soit en réalité vraiment Satoshi et qu'il ait tout simplement décidé de tester 2 manières différentes de minage. Mais de la même manière que l'identité de Satoshi restera à jamais inconnue, je pense qu'on n'aura jamais la réponse sur ça non plus. Un point important à rappeler, c'est que même s'il n'est pas vraiment souhaitable qu'un grand nombre de bitcoins se concentre entre les mains de quelques acteurs, ça ne représente pas un vrai danger pour le réseau. Et parce que Bitcoin ne repose pas sur une preuve d'enjeu mais une preuve de travail, la détention d'un grand nombre de Bitcoin entre les mains de certaines personnes représente plus un danger dans le sens où ces personnes peuvent se faire hacker, peuvent se faire voler, etc. Ou des personnes, mais ça peut être aussi des entreprises, de la même manière que Mt. Gox par exemple l'a fait, ou Bitfinex aussi qui s'est fait voler presque 100 000 Bitcoins, etc., etc. Ça représente un danger dans le sens où une grande quantité de Bitcoin pourrait être volée, utilisée à mauvais escient et revendue, créant une pression vendeuse sur le marché, mais pour la sécurité du réseau en tant que tel, ça n'a peu, voire pas du tout d'impact. Par contre, là où ça peut être un danger, c'est que s'il y a vraiment une grosse activité, par exemple sur un ETF, où la majorité des personnes s'exposent à Bitcoin via les ETF, ça pourrait être un danger parce que
les émetteurs, comme BlackRock, si on veut citer le plus connu, mais on a aussi Grayscale, Fidelity, etc., plein d'autres. Ces entités-là pourraient faire jouer de leur influence et imposer une version de Bitcoin qui leur irait. Par exemple, si on avait dans un futur plus ou moins proche 50-60% des Bitcoins qui circulent entre les ETF, alors à ce moment-là, l'utilité du réseau ferait que ces entités qui gèrent les ETF pourraient imposer aux mineurs certaines règles et pourraient dire bah voilà, moi maintenant je veux que des mineurs qui respectent telle règle et qui ne valident pas telle ou telle transaction, et donc ils pourraient imposer l'utilisation parce que si les mineurs ne suivent pas les directives des personnes qui font les échanges de Bitcoin, qui payent les frais de transaction, qui donnent de la valeur au Bitcoin, alors à ce moment-là, ces entités peuvent tout simplement forcer leur vision, créer un fork de Bitcoin, une scission de la blockchain et créer une version alternative qui respecteraient leurs propres règles. Donc par exemple, ça pourrait être les règles du gouvernement, de l'OFAC ou d'une entité plus ou moins liberticide. Mais faire cela, en fait, ne serait pas tant que ça un problème pour Bitcoin. Parce que c'est sûr que ça impacterait grandement le réseau, la santé du réseau, mais aussi la valeur du Bitcoin, donc le prix du Bitcoin qu'on s'échange. Mais à long terme, parce que en fait, les ETF, eux, vont pousser une adoption via les ETF, via des actifs, dans une sorte de layer 2 de protocole de surcouche, plutôt que par une utilisation du réseau lui-même, en fait, les mineurs vont pas être vraiment rentables. Donc pour qu'un réseau continue de tourner comme ça, il faut vraiment soit que ce soit ultra centralisé et qu'il n'y ait que quelques ordinateurs qui tournent. Mais dans ce cas-là, en fait, quelle valeur aura Bitcoin? Parce que la valeur que Bitcoin a, ce n'est pas sa transférabilité, ce n'est pas sa divisibilité en 100 millions d'unités, mais c'est bien sa résistance à la censure, sa décentralisation, etc. Si Bitcoin n'est plus décentralisé, est-ce qu'il aura vraiment la valeur qu'il a? Et s'il n'a plus la valeur qu'il a, est-ce qu'il y a des gens qui voudront l'échanger, en acheter? Est-ce qu'il y aura des gens qui voudront avoir des parts d'ETF? Et à mon sens, ce n'est pas dans l'intérêt de BlackRock, de Grayscale, etc. De promouvoir une telle scission du réseau. Mais même si cette attaque est exécutée et que les ETF forcent un fork de la blockchain, en fait on aura donc deux blockchains différentes, avec une qui sera faible, comme je viens de l'expliquer, qui n'aura pas forcément beaucoup d'activité, etc. Et une autre qui reviendra peut-être en arrière de 10-20 ans sur son adoption, sur son nombre d'utilisateurs, sur son nombre de mineurs, etc. Mais avec des acteurs qui seront quand même bien plus matures, avec des personnes qui seront plus à même de réadopter Bitcoin une nouvelle fois parce qu'ils auront appris, et ils auront connu l'histoire, comment est-ce que Bitcoin a été adopté dès l'origine. Et donc, cette version de Bitcoin sans les ETF, sans le contrôle des émetteurs d'ETF, sera plus à même de reprendre sa place une fois que les émetteurs auront fini leur jeu et que le Bitcoin sera réadopté. Et même si en fait ils forcent les mineurs à faire un fork, ce sera toujours les mineurs du réseau alternatif qui auront le pouvoir de maintenir cette chaîne alternative le temps que l'autre meurt et s'affaiblisse puis meurt. Et c'est ça qui fait la force du Proof of Work et la raison pour laquelle certaines personnes, certains Bitcoin maximalistes sont aussi critiques à l'égard d'Ethereum, c'est parce que justement le Proof of Stake ne permet pas de contrer une attaque d'ampleur comme ça. Et surtout les ETF Ethereum Spot sont une attaque et sont un danger direct pour Ethereum encore plus que pour Bitcoin. C'est pour ça que même si on avait une grosse quantité de Bitcoin qui sont gardés par les ETF, donc aujourd'hui on est environ à 4 ou 5% de la quantité totale de Bitcoin en circulation qui sont gardés par des émetteurs d'ETF, même si ça montait à 10, 15, 20%, ça ne serait pas dramatique pour le réseau. Et même si ça montait à 50, 60, 70 et qu'il y avait vraiment une attaque qui était menée grâce à ce monopole, ça ne pourrait pas tuer Bitcoin définitivement parce qu'on aurait toujours des personnes pour faire tourner un réseau alternatif. Et ce réseau alternatif sera encore plus solide après cette attaque grâce aux qualités d'antifragilité de Bitcoin. Et ainsi, le monopole que peuvent avoir les ETF ne représente pas réellement, sur le long terme, si on voit un horizon temps de 100, 200 ans, ne représente pas un danger pour Bitcoin, pour le réseau Bitcoin. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et j'espère qu'il vous a plu. Comme c'est ma première vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptos, n'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité de l'épisode, sur la qualité de l'écriture ou même de l'image si le décor ne vous plaît pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à faire des critiques constructives et moi ça m'aidera à m'améliorer et à vous proposer les meilleurs contenus. Donc encore une fois, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et je vous dis à plus tard dans un autre épisode de l'iceberg de Bitcoin.